Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Les Supersensibles. Je suis Carole Pirotte et aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de Christelle Bouchard. Bonjour Christelle. Bonjour Carole. Christelle, j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'une papoterie, on pourrait dire, autour de l'hypersensibilité, organisée par une très belle association qui s'appelle PEB 40, donc pour une éducation bienveillante. Et lors de cette rencontre-là, nous avons échangé à propos de ce que fait Christelle et je me suis dit il faut absolument que je l'interviewe parce que Christelle occupe une place qui est, à mon sens, vraiment extrêmement privilégiée. Je te laisserai te présenter après pour dire avec tes mots à nos YouTube aux spectateurs de quoi il retourne ce que tu fais plus concrètement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé par rapport à ce que tu fais, c'est que Christelle a aussi bien le regard de l'enseignante. C'est une enseignante de l'école primaire. Elle a aussi fait du soutien scolaire. Et là, elle est aussi maman. Et alors, elle a cette triple focale fantastique qui lui permet de vivre de plein fouet les différentes problématiques qui se lient et qui se tissent et qui se nouent autour de l'enfant. Je ne sais pas si je décris assez bien. Et même je rajouterais que parce que je cherchais un petit peu à trouver d'autres voies que l'enseignement, j'ai aussi fait une licence de psycho qui m'a donné beaucoup de matière à réflexion et qui m'a permis de comprendre beaucoup mieux mon métier et d'enseignante et de maman, quoi. Oui. Voilà. Donc ça aussi, ça se rajoute en fait à mon espèce de schéma général, quoi. Oui, donc c'est 4 casquettes finalement qui donnent des regards confluents tous vers ces élèves, mais pas que. Parce que ce qui m'a beaucoup touchée dans ton discours, et tout à l'heure on échangeait un peu, tu m'as dit quelque chose, ça m'a presque donné envie de pleurer, tu m'as dit « les enseignants sont remplis de culpabilité ». Et là, ça m'a fait une espèce d'état de choc. Donc, je ne sais pas si vous êtes enseignant, que vous regardez ça et que vous vous sentez concerné par ça. Et parce que souvent, en tant que parent, moi, dans tes multiples casquettes, je n'ai que la mamanitude. Et c'est vrai que par moment, comme tu me disais, parfois, en tant que maman, on peut se sentir, ou papa, on peut se sentir touché par quelque chose que notre enfant peut vivre et nous raconter quelque chose qu'il a vécu à l'école et soudain être transpercé dans ses tripes d'indignation, de souffrance par ce qu'il a pu vivre. Et du coup, ça amène des situations qui peuvent être complètement ubuesques, où il y a, si je peux résumer ainsi, et après je te laisse la parole pour que tu nous expliques ton point de vue, une grosse souffrance. Il y a une grosse souffrance. Voilà. Mais justement, la grosse souffrance, elle est aussi bien de la part des parents quand il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'école, que l'enfant a raconté ça avec toute son émotion, justement, parce que lui, il a rien compris de ce qui s'était passé. Mais elle est aussi de la part des enseignants qui, lorsque un parent vient les voir ou tout simplement leur écrit un mot, se sentent immédiatement mis en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul. D'abord, on ne nous enseigne pas le recul, à prendre du recul, à apprendre à gérer les parents. Tout ça, on ne l'a jamais appris. On nous a toujours appris, surtout, que ce qu'on devait faire devait être parfait. Si je retiens quelque chose de ma formation, c'est que les séances que nous présentons aux parents, aux enfants, doivent être toutes cadrées avec un objectif, etc. Il faut écrire beaucoup, tout doit être prêt, voilà. Ça doit être parfait aussi dans le retour aux parents, c'est-à-dire que les parents, ils ne doivent avoir que des cahiers corrigés. Voilà. Donc on doit faire du travail parfait. Et de toute façon, on est aussi dans une société qui nous demande d'être parfait. Où la culpabilisation est à fond, quoi. On culpabilise tout le monde de tout. Et alors qu'en réalité, finalement, si on se disait je vais essayer de faire de mon mieux, on verrait les choses d'une manière différente. Donc l'enseignant, lui, la plupart du temps, il n'a pas ce recul-là. Il a voulu faire parfait. Il y a eu un truc qui s'est pas passé comme il voulait, et du coup, il y a eu un incident. Alors des fois, c'est vraiment un incident où il a perdu le contrôle de la situation. Il peut y avoir eu une bagarre ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est simplement un mot malheureux qu'un enfant a mal compris. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que l'enseignant peut être mis en cause. Et il nous arrive de commencer nos journées avec 1 ou 2 pages de cahiers de liaison remplis d'amertume par un parent
qui dit oui voilà ma fille m'a raconté ça mais enfin c'est scandaleux mais comment avez-vous pu oser laisser faire ça ou oser faire ça. Et on a beau, même moi qui ai pris du recul, quand on commence une journée avec ça, déjà on commence avec une boule au ventre et on se prend une claque quoi dans la figure. Voilà, donc ça déjà c'est important pour moi de dire à chacun de mes collègues, faites du mieux que vous pouvez mais vous n'êtes pas des surhommes quoi, arrêtez et on peut expliquer ça aux parents aussi. Oui, j'ai fait de mon mieux, comme vous faites de votre mieux à la maison. Là, cette telle chose m'a échappé, donc on va essayer de la régler. Et voilà, il y a des tas de manières de régler les choses en discutant, en fait. Il n'y a jamais de traumatisme. En psychologie, je l'ai appris, il n'y a jamais de traumatisme s'il y a eu des mots sur ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où on apprend à discuter avec les parents, déjà, ça va beaucoup mieux. Ce qui renforce ça aussi, c'est le climat institutionnel et médiatique. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne peut pas compter sur nos supérieurs hiérarchiques. Pour ma part, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours eu la chance d'avoir vraiment des inspecteurs humains et bien. Mais nos inspecteurs aussi, ce sont des courroies de transmission d'une volonté encore au-dessus d'eux. Et certains ont aussi cette pression-là et transmettent cette pression-là et du coup ne vont pas soutenir les collègues. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand il y a un parent plein d'émotions qui s'adresse à l'inspecteur. L'inspecteur va se retourner vers l'enseignant et lui adresser des remontrances directement. Du coup, il n'y a aucune confiance en général, aucune confiance des enseignants envers leurs supérieurs hiérarchiques, alors que ce serait bien qu'il y en ait, quoi. On a besoin de protection dans ce métier-là, qui est tellement humain, quoi. C'est ça. Et ce que j'entends quand tu partages avec moi et avec nous, c'est qu'il y a comme un grand sentiment de solitude. Oui. De toutes les parties, en fait. Il y a un grand sentiment de solitude. Oui, parce que déjà, les parents, déjà, ils ont un vécu scolaire qui n'a toujours pas toujours été facile. Oui. Donc, il y a certains parents qui font vraiment un effort pour aller voir l'enseignant. Ils se font violence. Oui. Et donc, s'ils se font violence, forcément, ils sont tendus, crispés, sur la défensive, déjà en arrivant. Oui. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents-là, pardon, je te coupe, qui se font violence, qui ont ce vécu terrible et qui... Voilà, et puis peut-être des fois le vécu, il n'est pas que de leur enfance aussi, il est d'un rapport difficile avec d'autres enseignants. Oui, ou l'autorité. Voilà, et donc à ces parents-là, dire tout simplement qu'ils viennent voir quelqu'un qui fait de son mieux, qui fait son métier avec cœur. Parce que je voudrais dire aux parents justement que rares sont les enseignants, j'ai fait des remplacements donc j'ai croisé beaucoup de collègues, rares sont les enseignants qui font ce travail pour le confort des vacances, pour le peu d'heures dont puisque c'est vrai que c'est souvent un sujet, t'es enseignant, bon ça va, t'es tranquille quoi. Oui, mais il y a beaucoup d'enseignants qui passent au moins la moitié de leurs vacances à se remettre humainement de toutes les tensions qu'ils ont subies pendant leur travail. Donc voilà, dire aux parents, ce qu'ils ont fait les enseignants font de leur mieux et donc s'il y a un souci, venir en parler à l'enseignant, mais voilà, avec bienveillance, le signaler, oui, communiquer, oui, c'est très important. Mon enfant a mal vécu quelque chose qui s'est passé dans votre classe. Je viens vous informer, je viens vous dire la souffrance de mon enfant, mais je viens pas vous dire c'est votre faute, quoi. Voilà. Oui. Ça c'est essentiel. Et du coup, je dis, le parent est sur la défensive et crispé, mais l'enseignant aussi l'est, du coup, puisqu'il a déjà rencontré d'autres parents qui sont venus avec cette attitude-là. Et moi, j'ai des collègues qui refusent tout contact avec les parents, sauf quand c'est vraiment obligatoire. Alors que c'est tellement bénéfique pour l'enfant que son enseignant et ses parents ou un de ses parents soient en contact pour parler de ses difficultés, que ce soit des difficultés scolaires ou des difficultés d'intégration ou même d'autres choses aussi, des problèmes de santé, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire du coup à ces enseignants-là qui sont échaudés à ces enseignants-là, déjà leur dire que peut-être que c'est à eux de rompre
de rompre cette espèce de cercle vicieux dans lequel on est. Et là, c'est ce que j'essaye de faire aussi. C'est ce que je fais aussi avec mes parents d'élèves. Je reçois toujours mes parents d'élèves avec le sourire. C'est pas parce que je les reçois avec le sourire que derrière, s'ils m'agressent, je vais pas savoir montrer que non, là, il y a des limites qu'ils ont atteintes. Donc déjà, je les reçois avec le sourire. Je suis à leur écoute et en même temps, je vais même aussi employer une technique de communication qui est de dire « vous avez raison ». Sur tel point, même si c'est un tout petit point. Déjà, la personne qui est en colère, qui vient vous voir et qui dit « vous avez raison », déjà, elle est beaucoup moins en colère. Et une fois que j'ai dit « vous avez raison », déjà, vous avez raison de venir me parler, tout simplement. Une fois que je dis « vous avez raison », j'ai désamorcé quelque chose et je peux commencer à dialoguer. Ça, c'est pour les cas où je vois un parent individuellement... voilà, qui est déjà mal, quoi. Hein. Mais la meilleure manière de désamorcer, en fait, c'est dès le début de l'année, en faisant la réunion parents-enseignants, où je dis que je suis à leur écoute, que je fais du mieux que je peux, que s'ils ont des suggestions à me faire, ils peuvent les faire. Bon, des fois, du coup, il y a des parents qui se permettent de me faire des remarques, dont je me passerai bien parce que après tout je connais mon travail aussi, hein. Bon, je suis capable de leur dire aussi que je connais mon travail. Voilà, recadrer à chaque fois, dire comme si c'est dans le dialogue, il n'y a pas de problème. Et aux enseignants, voilà, une autre méthode aussi que j'ai employée, quand j'arrive dans une école que je connais la réputation, mes collègues connaissent la réputation de certains parents qui sont pas faciles à vivre, bien avant qu'il y ait un problème, je prends rendez-vous avec les parents sous un prétexte ou un autre, quoi. Et je crée un climat de confiance, en fait, entre le parent et l'enseignant, et moi, quoi. Hein. Voilà, je leur montre que je suis à leur écoute, que s'ils viennent me voir, ils seront entendus. Voilà. Après, bien sûr, des fois, il y a des enfants qui sont très compliqués à gérer et il faut pouvoir dire ça aux parents. Des fois, il y a des parents qui sont complètement dans le déni par rapport à leur enfant. Mais déjà, ce climat de confiance me permet, moi, de me préserver. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un papa avec qui j'avais vraiment une grande confiance que j'avais réussi à instaurer. C'était pas mon élève à ce moment-là, j'étais directrice de l'école et j'avais réussi à avoir une grande confiance avec lui, malgré le déni complet qu'il avait sur la situation de son enfant. Donc quand je lui disais quelque chose, il ne le prenait pas comme un jugement. Mais malgré tout, quand son enfant parlait, c'était quand même l'enfant qui avait le dernier mot. Mais c'est pour montrer, voilà, il est possible de faire plein de choses. Et malgré ça... on risque toujours de se prendre des claques, mais comme voilà, j'ai tout ce vécu derrière, toutes ces petites choses et tout, mais le jour où je me prends une claque, ça m'est encore arrivé en début d'année, d'avoir une maman très très anxieuse qui m'envoyait des pages régulièrement. Juste son problème, c'était est-ce que je m'occupe bien du cas particulier de son enfant, qui il est justement un cas particulier, il faut bien le dire, un enfant hypersensible. Et la maman aussi hypersensible. Donc voilà, on a mis longtemps à désamorcer ça. Il a fallu plusieurs pages de cahier parce qu'il était impossible de la voir, cette maman. J'ai fini par adopter son mode de communication et d'ailleurs elle est venue à une conférence organisée par PEB sur l'hypersensibilité et ça a beaucoup changé de choses dans notre manière de communiquer et dans la manière de vivre aussi de son enfant. Donc, comme quoi, il y a plein de manières de faire, quoi. C'est ça. Donc, dans ce que j'entends, il y a vraiment, de ce que tu dis, c'est aller dans le sens de la personne, aussi bien pour lui dire, oui, tu es accueilli, ou vous êtes accueilli, vous avez raison, je vous suis dans votre mode de communication, même si c'est pas forcément l'idéal. Je vais dans votre sens, en fait, et on crée une alliance à ce moment-là. On crée un terreau à partir duquel on va pouvoir communiquer, mettre en commun, surtout quand les choses se corsent. C'est quelque chose comme ça. Parce qu'on n'est plus au temps où l'enseignant avait une aura, là, on n'est plus des enseignants 3e République, quoi. On a changé d'époque. Et j'ai des collègues, les enseignants au collège aussi, les profs se cachent encore beaucoup derrière leur bureau et derrière l'administration, parce que pour eux, c'est un moyen de se défendre.
Mais finalement, quand on arrête justement cette manière d'être attaque-défense, eh ben, on change les choses. Et avant de Marsan, donc on entend les avions. Alors j'ai une autre question, Christelle, c'est on est sur la chaîne Les Super Sensibles et on s'est aussi rencontrés dans ce cadre-là. Donc toi, tu as une haute sensibilité quand même et une manière très fine aussi et très intelligente à mon sens de percevoir les choses. Comment est-ce que ta grande sensibilité te permet aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, tu as créé, c'est une association Philoscole. Oui, c'est une association. Voilà. Aussi, ouais. Tu as créé une association qui s'appelle Philoscole et je vous invite vraiment à aller consulter sur internet cette page qui est pleine de ressources et très intéressante. Tu as créé cette association pour accompagner aussi, que ce soit les parents, aussi les enseignants, aussi les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, mais alors pour l'instant en fait la page est créée, mais c'est quelque chose. Il y a déjà donc je veux dire le site internet est créé et il y a un minimum de choses dessus. C'est l'association est créée en fait, toutes les structures sont créées. Mais je mettrai ça en route à partir du mois de septembre, donc du mois de septembre 2019. Oui. Donc à ce moment-là, peut-être que je t'en dirai un petit peu plus. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai très très envie de venir en aide aux familles et aux parents par ce biais-là, parce que j'arrive pas trop à venir en aide. J'ai dit aux familles et aux parents, c'était aux familles et aux enseignants par ce biais-là. Parce que en tant que simple enseignante dans mon métier, à part quand je rencontre des jeunes qui se forment ou quand j'ai des collègues avec qui je sympathise, qui vont venir me poser des questions, me dire mais qu'est-ce que tu ferais toi dans ce cas-là? En fait, je peux pas transmettre effectivement ce regard-là. Je voulais dire quand même, préciser que au moment où nous sommes rencontrés, c'était au mois de mars, il venait 15 jours avant d'y avoir un événement qui à mon sens n'a pas été assez connu, assez diffusé. C'est le suicide d'un enseignant, Jean Villot. Je ne sais même pas si je le dis correctement parce que j'ai lu beaucoup de choses sur lui, mais j'ai pas vu de reportage à son sujet. Un enseignant de CP qui avait 56 ans, qui était, du dire de tous, quelqu'un de bienveillant, d'accueillant, de bon. Ce suicide a eu lieu suite à une petite altercation dans la cour de récréation face à un élève qui était assis sur un escalier où cet enfant n'aurait pas dû être assis. L'enseignant l'a attrapé par le bras puisque l'enfant résistait et répondait pour le sortir de l'escalier. Les parents ont sûrement reçu, les parents de l'enfant ont sûrement reçu quelque chose de très ému de la part de l'enfant qui s'est peut-être senti agressé d'une manière importante. Je ne connais pas du tout cette famille de toute façon. En tout cas, toujours est-il qu'ils ont fini par porter plainte pour violence aggravée. Le lendemain, quand l'enseignant a été mis au courant par son inspecteur, il n'a pas été soutenu par son administration et donc il s'est mis en arrêt et puis il est allé se suicider en laissant une lettre. Voilà. Et ça vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis mais on pourrait l'éviter quoi. Pourquoi ne sommes-nous pas formés à recevoir déjà les parents? Pourquoi ne sommes-nous pas formés à comprendre les émotions des parents? C'était sûrement la fois de trop pour cet enseignant qui devait avoir une vie d'enseignant normale et donc de temps en temps avoir des mots de colère de la part des parents, ça nous arrive tous. Pourquoi aussi nous sommes dans une société où on veut toujours catégoriser les enseignants d'un côté, ils en veulent toujours plus, ils font grève tout le temps pour en avoir toujours plus. Le ministre, d'un autre côté, il est tout puissant. Et en tout cas, les enseignants le sentent comme ça, ne se sentent jamais accueillis. Pourtant, au début, quand le ministre, Monsieur Blanquer, a commencé à parler d'école de la confiance, certains ont relevé la tête et se sont dit, et enfin, peut-être, il va y avoir quelque chose.
Et puis les projets de loi qui sont en train de passer sont peut-être bien, mais en tout cas ils sont mal compris et donc mal perçus. Je sais pas, moi je les comprends pas plus que mes collègues en fait, et du coup la défiance reste tout le temps. Et cette défiance aussi, alors qu'on devrait avoir un corps d'enseignement qui se serre les coudes, cette défiance, elle empêche que nous soyons tous efficaces pour les enfants qui sont l'avenir de notre société française, mais l'avenir de la planète aussi, la planète qui est en danger en ce moment. Voilà, donc il y a un énorme gâchis et ce suicide-là, d'ailleurs quand j'en parle, ça me prend aux tripes. Pourtant, je n'ai jamais été présentée à cette heure ni rien, mais c'est symptomatique, des incompréhensions mutuelles entre tous ces corps, les parents, les enseignants, l'institution. Alors qu'on est tous là pour la même chose, faire progresser la société en élevant des enfants, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un mot d'espoir dans ce contexte que j'entends vraiment terrible? C'est parce que pourquoi je dis ça? C'est pas dans un esprit bisounours. C'est parce que je sens que ce que toi tu fais au quotidien, c'est précieux et que ça apporte déjà énormément. Voilà. Et que c'est aussi à notre échelle, même si j'entends qu'il y a un message qui passe aussi là vers l'administration, etc., qui est à entendre, il y a bel et bien des choses qui peuvent se passer dans l'ici et maintenant, grâce à des postures comme celles que tu proposes en tout cas. Mais moi finalement, donc j'ai perdu un petit peu l'espoir de diffuser ma manière de voir les choses par le biais de mon administration, clairement, et aussi, disons qu'avec mes collègues, j'en ai tellement de part en France, quoi. C'est pas, je peux pas. Mais donc, par contre, déjà, je sais en fait que chaque fois que j'ai des élèves, je vais leur apprendre à être dans l'écoute. Déjà, je sais que je transmets quelque chose à des élèves qui sont des futurs acteurs de la société. Déjà ça, tu vois, c'est de l'espoir. Oui. L'autre espoir aussi, c'est que justement, je vais créer Philoscole, je suis en train de créer Philoscole pour avoir un moyen de transmettre de l'espoir et des solutions aux gens. Et finalement, mon autre moyen de transmettre de l'espoir, c'est par cette association pour une éducation bienveillante qui multiplie les entrées pour la paix. Alors la paix, c'est vraiment la paix dans un sens large, c'est-à-dire la paix avec soi, la paix entre tous, quoi. Parce que si on n'est pas en paix soi-même, c'est-à-dire si on culpabilise ou si on a un esprit de revanche face à des enseignants, à des enfants, etc., à une administration, on n'est pas en paix, quoi. Voilà, donc cette association pour une éducation bienveillante, son message, c'est le même que le mien, quoi. C'est écoutons-nous. Entre nous, écoutons-nous, nous aussi, nos émotions. Y a beaucoup d'enseignants aussi qui culpabilisent dès qu'ils sont mal, en burn-out. Alors ça fait parfois sourire certaines personnes, un enseignant en burn-out, mais tout le temps en vacances, quoi. Mais non, un enseignant, il est en burn-out parce qu'il vit dans l'humain à 100%. Et qui n'a même pas de psychologue dans son corps de métier. On n'a pas de psychologue d'entreprise, voilà. Quand les enseignants sont en burn-out et qu'ils ont besoin de s'arrêter, ils ne le font pas. Ils le font avec grande réticence. Et en réalité, c'est la pire des choses qu'ils puissent faire, puisque ils vont être mal devant les enfants. Ils vont prendre une bouffée d'air frais pendant les vacances et ils vont revenir avec la boule au ventre à nouveau pendant une période de quelques semaines et jusqu'en se disant il faut que je tienne tant de semaines. Je suis désolée, mais des enseignants qui sont mal comme ça, ils peuvent pas transmettre du positif à des élèves, quoi. Donc il faut qu'ils acceptent de s'arrêter et il faut que les parents ne les jugent pas non plus quand ils sont mal, ces enseignants. C'est qu'il y a une raison. La raison, elle n'est pas toujours professionnelle, on est bien d'accord, ça peut être un vécu personnel aussi. Mais quand on est mal et qu'on est devant des enfants,
les enfants en plus sont des éponges à émotions, donc c'est pas positif pour eux. Oui, donc savoir aussi prendre soin de soi et s'arrêter. Voilà, prendre soin de soi. Tout le monde doit apprendre à prendre soin de soi. Et c'est pareil, une grande maladie de notre métier, c'est le perfectionnisme. Mais est-ce qu'il est vraiment important de travailler jusqu'à minuit pour préparer la journée du lendemain, corriger les cahiers du lendemain, et puis arriver fatigué devant les élèves? Peut-être qu'il faut que ça soit un petit peu moins parfait, qu'on contrôle un petit peu moins les choses, et puis qu'on soit plus naturel, plus disponible aux enfants. Voilà, ça aussi c'est une grande maladie de notre corps de métier. Moi je vois beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent beaucoup, qui ne savent pas s'arrêter. C'est jamais assez bien. Voilà. Ça c'est une petite parenthèse pour finir. Donc il y a plein de choses à faire pour notre métier. Et la première chose à faire, voilà, c'est de se parler avant de prendre conscience qu'il y a besoin de se parler, que chacun a des choses à dire, chaque métier a des choses à dire, à échanger, et puis de construire ensemble pour que chaque enfant soit bien, que chaque enseignant soit bien, que chaque parent soit bien à l'école, quoi. Parce que comme tu disais, quand on se parle, les résultats sont là. Ah, complètement. Quand tu as évoqué cette période où je faisais du soutien scolaire, ça c'est une grande chance. Alors, je profite pour dire merci à tous mes collègues de l'ASAEL qui étaient des éducateurs qui voulaient que les enfants qu'ils suivaient soient aussi suivis au niveau scolaire et qui ont créé un poste spécialement pour l'accompagnement scolaire et qui m'ont laissé carte blanche. Et donc à ce moment-là, effectivement, pour le bien de l'enfant, je me suis très vite rendu compte que le problème, il n'était pas que scolaire. Il fallait pas seulement expliquer comme les fractions ou seulement expliquer les additions. Non, il fallait aller voir comment ça se passait dans la classe, expliquer à l'enseignant le fonctionnement de l'enfant, voir comment ça se passait à la maison, expliquer aux parents le fonctionnement de l'enfant, recueillir de la part de l'enseignant et des parents quelques conseils, mettre en lien tout le monde, et puis aussi, donc, puisque là, il y avait des éducateurs et les éducateurs. Voilà, et je peux vous assurer qu'à chaque fois que l'enfant se sentait entouré à ce point par ses parents, son enseignant et les éducateurs, pourtant c'était juste 2 ou 3 rendez-vous, 2 ou 3 mots sur un cahier, mais tout de suite il y avait quelque chose qui changeait dans la manière d'aborder sa scolarité pour l'enfant. Et aujourd'hui encore en tant qu'enseignante, quand un enfant je le sens pas bien, paf, c'est direct, je vois les parents, ou je mets un petit mot, ou j'appelle aussi, je téléphone beaucoup, voilà, parce que c'est tellement mieux. Pour moi, c'est carrément presque de la paresse, quoi. C'est de la paresse parce que quand j'ai un enfant qui se sent mal dans ma classe, il n'est pas facile à gérer, quoi. Donc, si j'arrive à le gérer en discutant avec ses parents, pour moi, c'est tout bénef, pour le gamin aussi. Et puis ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que le mot de la fin, c'est soyons paresseux? Oui. Et pour cela, il faut mettre les choses en place. Voilà, soyons paresseux. Donc, pensons à nous, quelque part. En même temps que nous penserons à nous penserons à nos élèves et aux parents de nos élèves, quoi. C'est ça. Ça peut être simple, en fait. Ouais, ça pourrait être très simple. D'accord. Ça pourrait. Il y a du travail, hein. Oui. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent. En tout cas, merci. Oui, merci à toi, vraiment aussi, de m'avoir donné la parole pour cette interview. Et j'espère qu'on aura semé une petite graine. Oh oui, sûrement. Voilà. Et est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils sont en détresse? Alors les gens peuvent me contacter, donc pour l'instant officieusement, parce que je n'ai pas encore habilité en fait à travailler en plus que mon métier d'enseignante. Mais de toute façon, on est au mois de mai, je mets tout ça en place au mois de septembre. Donc ils peuvent tout à fait me contacter par le biais de mon site qui s'appelle Philoscole. Donc philo comme la philo, scole comme scolaire, tout attaché. Et ça veut dire aimons l'école. Voilà, tout simplement. C'est pas beau ça. Aimons l'école, ça c'est le beau mot. Voilà. Merci encore Christelle.
Merci à toi. Merci à vous et j'espère que vous avez pu profiter autant que moi de toutes ces belles paroles et de tout ce beau message et que vous saurez qu'il y a des réponses, il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place, il y a du mail, mais il y a moyen, il y a carrément moyen. Il y a moyen, ouais, mais en fait c'est facile de trouver. Quand on commence à parler, quand on commence à trouver les bonnes personnes, tu vois, regarde comment on s'est rencontrés. Voilà, c'est plus on rencontre de monde et plus on voilà. Et plus on rencontre de monde. Et plus on rencontre de monde qui est sur cette longueur d'onde là. Oui, voilà ça. Mais merci beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous et aimez l'école. À bientôt. Au revoir.